Et si les théâtres de guerre n'étaient plus séparés, mais les pièces d'une seule et même stratégie? La nouvelle vient de tomber. Un commando d'élite nord-coréen est arrivé à Téhéran. Sur le papier, cela pourrait sembler n'être qu'un épisode de plus dans la saga des alliances militaires. Mais si l'on regarde de plus près, c'est tout l'ordre mondial qui vacille. Pourquoi? Parce que cet événement marque la fusion concrète des zones de conflit, que l'Occident préfère encore voir comme des blocs indépendants. L'Ukraine d'un côté, le Moyen-Orient de l'autre, l'Asie en toile de fond. La réalité, c'est qu'il existe désormais un circuit fermé d'échanges, de compétences et d'expériences militaires entre les adversaires de l'Occident. Les soldats envoyés à Téhéran ne sortent pas de nulle part. Ils ont déjà combattu sur le front ukrainien, aux côtés des forces russes, où ils ont acquis un savoir-faire unique face aux technologies occidentales. Drones, guerre électronique, contre-batterie, infiltration sous surveillance totale. Ils ont survécu à ce que les stratèges appellent le baptême du feu du XXIe siècle. Et maintenant, tout ce bagage, ces méthodes, ces réflexes, arrivent en tyran. Ce n'est plus simplement un allié qui aide un autre. C'est une circulation active et structurée de savoir-faire guerrier entre ceux qui contestent la domination occidentale. Si l'on reste aveugle à cette évolution, on court le risque de devenir obsolète, de perdre toute capacité d'influence, de sécurité et même d'anticipation stratégique. À ceux qui persistent à penser que les crises sont isolées, cet événement adresse une alerte. La carte des alliances se redessine et les frontières entre les conflits s'effacent. Pour comprendre toute la portée de ce basculement, il faut d'abord poser le décor des trois grands foyers de tension et des acteurs qui sont en train de tisser cette nouvelle architecture mondiale. Pendant des années, l'Occident a compartimenté les crises, mais cette cartographie est désormais caduque. On nous a appris à voir la guerre en Ukraine, l'escalade au Proche-Orient et la tension permanente en Asie-Pacifique comme trois théâtres séparés, chacun avec ses enjeux, ses acteurs, son rythme. Un front de l'Est, où la Russie affronte l'OTAN par l'intermédiaire de l'Ukraine, une lutte d'influence classique avec ses tranchées, ses drones, et une guerre d'usure qui s'installe dans le temps. Un Proche-Orient incandescent, où l'Iran, pivot régional, s'oppose à Israël et, par ricochet, aux États-Unis, sur fond de rivalité ancestrale, de frappes ciblées, de menaces nucléaires et de réseaux de proxy. Enfin, l'Asie-Pacifique, théâtre des démonstrations de force entre la Chine, la Corée du Nord, les alliés américains, où chaque manœuvre militaire, chaque test balistique, alimente une tension latente, parfois explosive. Dans le regard occidental, ces crises sont encore aujourd'hui disséquées, analysées, commentées comme des dossiers indépendants. Un analyste traitera l'Ukraine comme une tragédie européenne, évoquant les intérêts énergétiques, la sécurité continentale, les limites de la puissance russe et le rôle des sanctions. Un autre abordera l'Iran sous l'angle de la prolifération nucléaire, du chiisme politique, de l'équilibre du Golfe et des calculs israéliens. Quant à la Corée du Nord, on la décrira comme une anomalie asiatique, enfermée dans sa bulle autarcique, menaçant régulièrement ses voisins, mais n'ayant que peu de liens concrets avec les autres foyers de crise. Mais cette vision, rassurante parce qu'elle ordonne le chaos, ne tient plus. Ce qui s'est passé ces derniers mois bouleverse la donne. L'arrivée, selon des sources concordantes, d'un commando d'élite nord-coréen à Téhéran. D'un coup, une ligne directe se dessine entre le front ukrainien et le Proche-Orient, via l'Asie. Ce n'est plus seulement une question de livraison d'armes ou d'entraînement théorique. Ce sont des combattants, des spécialistes, aguerris sur le front de Koursk, qui arrivent avec une expérience unique. La confrontation réelle avec des systèmes d'armes occidentaux, la gestion des frappes de drones à échelle industrielle, la maîtrise des tactiques de survie dans un environnement où la surveillance électronique est omniprésente. Ce geste n'est pas un simple clin d'œil de solidarité entre régimes isolés. Il marque le passage à une forme de coopération militaire globale et stratégique, où les savoir-faire acquis sur un théâtre d'opération sont immédiatement transférés à un autre, pour renforcer les capacités de chaque membre de cette nouvelle axe qui se dessine sous nos yeux. Pour la première fois depuis la guerre froide, des passerelles humaines, techniques, opérationnelles, se mettent en place entre ces pôles contestataires de l'ordre occidental. Ce basculement a une conséquence majeure. Sous-estimer l'imbrication de ces crises,
c'est risquer de mal jauger la résilience et la capacité d'adaptation de ces alliances. Ceux qui persistent à traiter ces foyers comme des problèmes isolés s'exposent à des surprises stratégiques majeures, à une perte d'influence, de crédibilité et à l'incapacité d'ajuster efficacement leur posture, qu'ils soient responsables politiques, analystes, investisseurs ou simples citoyens. Car cette intégration n'est pas qu'une question d'image ou de rhétorique. Elle se joue désormais sur le terrain, sur le partage concret d'expériences, sur la circulation des savoirs tactiques les plus sensibles. Les frontières mentales que nous avons tracées entre ces zones de crise s'effacent, remplacées par une matrice stratégique globale, nourrie par la solidarité des sanctions, la pression militaire et une hostilité partagée à l'encontre de l'ordre occidental. Mais alors, en quoi l'expérience concrète acquise par les Nord-Coréens en Ukraine est-elle un multiplicateur de puissance pour l'Iran? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Ce que les commandos nord-coréens ont appris en Ukraine, ils le mettent désormais au service de l'Iran. C'est ça, la vraie révolution silencieuse qui se joue sous nos yeux. Sur le papier, on pourrait croire à une simple coopération militaire, un échange de compétences de plus. Mais la réalité, elle, est bien plus profonde et inquiétante pour l'équilibre régional, et même mondial. Les spécialistes nord-coréens ne débarquent pas à Téhéran juste pour faire de la figuration ou jouer les conseillers. Non, ce qu'ils apportent, c'est un savoir-faire forgé dans le feu de la guerre moderne, là où les défis sont d'une brutalité rarement égalée. En Ukraine, ils ont affronté directement l'arsenal occidental. Drones de dernière génération, frappes de précision, guerre électronique poussée. Ils n'ont pas simplement étudié ces menaces dans des livres ou sur simulateurs. Ils ont survécu à leur contact. Ils ont appris à en déjouer les pièges en temps réel. Prenez la lutte contre les drones, par exemple. Sur le front ukrainien, les Russes, et avec eux leurs alliés nord-coréens, ont dû improviser face à des essaims de drones offensifs, capables de frapper à tout moment. Les Nord-Coréens ont développé, dans cet environnement, des techniques d'interception, de brouillage, d'alerte précoce, qui vont bien au-delà de la théorie. Pour l'Iran, qui lui-même déploie massivement des drones mais subit aussi des attaques, ce retour d'expérience n'a pas de prix. Car la guerre des drones, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, et peu de pays hors Occident ont eu l'occasion d'en saisir tous les enjeux aussi concrètement. Mais ce n'est qu'un début. Autre domaine crucial, la guerre électronique. En Ukraine, les Nord-Coréens ont vu comment les Occidentaux surveillent, interceptent, localisent, en temps réel, tout mouvement suspect. Pour continuer d'opérer, il faut brouiller les pistes, masquer ses communications, décentraliser le commandement, multiplier les fausses pistes, réagir en temps réel à la moindre alerte. Ce sont ces réflexes, acquis dans un environnement saturé de capteurs et de satellites, qu'ils transmettent désormais aux forces iraniennes. L'Iran, de son côté, n'est pas novice en la matière. Mais il lui manquait ce fameux baptême du feu, ce vécu face à des armements et des doctrines occidentales déployées à pleine puissance sur un théâtre d'opération. Or, ce type d'expérience, aucune formation, aucun manuel, aucun stage ne peut l'inculquer. Il faut avoir été exposé à la peur, à la surprise, à l'incertitude constante et avoir appris à s'adapter en permanence. C'est ce genre d'expertise que les Nord-Coréens importent à Téhéran, une faculté d'improvisation et de résilience forgée dans l'adversité face à un adversaire technologiquement supérieur. Et ce transfert va bien au-delà d'une opération symbolique ou d'un geste politique. Il modifie concrètement le rapport de force, car l'Iran, avec ses nouvelles compétences, devient un adversaire bien plus imprévisible et difficile à neutraliser pour Israël, les États-Unis et leurs alliés. Les doctrines de dissuasion élaborées sur la base de capacités connues volent en éclats dès lors que s'ajoutent des paramètres inédits, des modes d'action hybrides et une maîtrise des outils occidentaux, non pas sur le papier, mais dans la réalité du champ de bataille. Ajoutez à cela l'expertise des Nord-Coréens dans les opérations spéciales face à un ennemi technologiquement supérieur. Frappe surprise, camouflage extrême, exploitation du terrain urbain, tout ce qui peut permettre à une force plus faible de neutraliser, voire retourner, la supériorité matérielle de l'adversaire. Cette capacité à déstabiliser, à insécuriser les plans adverses,
c'est aujourd'hui une arme stratégique en soi. Et n'oublions pas l'effet psychologique. Voir débarquer à Téhéran ou sur le terrain des militaires nord-coréens, c'est envoyer un message clair. L'axe anti-occidental n'est plus une idée, c'est une réalité opérationnelle. Cela crée un climat d'incertitude et de défi pour les stratèges occidentaux qui doivent désormais intégrer ces nouvelles variables à leur calcul de risque. Ce n'est plus une simple addition de crises régionales. C'est la formation d'un front coordonné, où le partage d'expériences et d'innovations tactiques accélère la montée en puissance des pôles contestataires. Ceux qui persistent à croire encore à des crises isolées se condamnent à l'aveuglement stratégique. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Car au-delà du terrain militaire, ce rapprochement Pyongyang-Téhéran-Moscou soulève de nouveaux défis politiques et stratégiques. Quels sont les enjeux de cette convergence inédite et comment pourrait-elle bouleverser l'ordre international tel que nous le connaissons? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce n'est pas qu'un épisode militaire, c'est la preuve d'une architecture stratégique coordonnée. Commençons par la logique nord-coréenne. Pour Pyongyang, l'implication en Iran est moins un choix idéologique qu'une nécessité, dictée par l'isolement extrême auquel le régime fait face. Sous le coup de sanctions internationales sévères, la Corée du Nord n'a plus grand-chose à perdre dans le cadre du système économique occidental. Dans ce contexte, elle doit chercher ailleurs des partenaires, et l'Iran représente un choix naturel, une opportunité de renforcer sa propre sécurité en s'adossant à d'autres puissances marginalisées. En envoyant ses commandos, elle capitalise sur son expérience acquise en Russie, affirmant son rôle de partenaire militaire fiable au sein de cette nouvelle axe. Mais il y a un acteur clé dans cette dynamique, la Russie. Moscou agit comme un véritable connecteur, reliant Pyongyang et Téhéran sans s'impliquer ouvertement dans le conflit régional du Moyen-Orient. La Russie offre non seulement aux Nord-Coréens un terrain d'entraînement réel sur le front ukrainien, mais elle leur permet aussi de transférer ce savoir-faire vers d'autres partenaires, tout en conservant une certaine distance officielle. Ce positionnement, à la fois impliqué et détaché, démontre l'habileté stratégique de Moscou. Officiellement, la Russie n'est pas partie prenante au conflit Iran-Israël, mais en réalité, elle facilite l'intégration des compétences militaires nord-coréennes au sein de l'armée iranienne. Ce que nous voyons émerger, c'est une nouvelle axe pragmatique. Elle ne repose pas sur une idéologie commune, mais sur une convergence d'intérêts. Contourner l'hégémonie occidentale, résister aux sanctions et maximiser les marges d'action face à la pression diplomatique et militaire. Ce front coordonné n'est pas une alliance classique, mais un réseau souple, où chaque membre apporte ses atouts, savoir-faire, expérience du combat, résilience face à l'isolement. Pour l'Occident, le choc n'est pas seulement militaire, il est aussi psychologique. L'arrivée de commandos nord-coréens, issus d'un État doté de l'arme nucléaire, bouleverse les calculs à Washington, à Jérusalem et dans les capitales arabes. Soudain, l'équation change. Une force imprévisible, aguerrie, entre en jeu, rendant la situation beaucoup plus complexe et incertaine. Les États-Unis et Israël, habitués à traiter séparément les crises d'Ukraine, du Moyen-Orient et d'Asie, découvrent qu'ils sont confrontés à une architecture de coopération qui transcende les frontières régionales. Face à cette nouvelle axe, les outils traditionnels de l'Occident, sanctions, pression diplomatique, isolement, montrent leurs limites. Les sanctions n'ont d'effet que sur ceux qui ont encore des intérêts en jeu dans l'économie mondiale. Or, la Corée du Nord est déjà coupée de tout, et l'Iran, depuis des années, a appris à survivre sous embargo. Que faire de plus, alors, si ces mesures ne freinent ni l'envoi d'armes en Russie, ni le déploiement de forces spéciales en Iran? La conséquence la plus grave, c'est l'obsolescence de la stratégie de dissuasion occidentale telle qu'elle a existé depuis la fin de la guerre froide. L'Occident était habitué à traiter chaque problème, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, de l'Iran ou de la Russie, comme un dossier isolé, à gérer séparément pour éviter la contagion. Mais désormais, ces acteurs fonctionnent en réseau. Si les États-Unis et leurs alliés continuent à sous-estimer cette coordination, ils risquent d'être débordés sur plusieurs fronts à la fois, incapables de concentrer suffisamment de moyens ou d'attention sur chaque crise. Cela pose aussi une question fondamentale à leurs propres alliés. Jusqu'où les garanties de sécurité américaines restent-elles fiables,
si Washington doit répartir ses ressources entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie? Cette incertitude fragilise la cohésion occidentale et avantage la nouvelle Axe, qui peut exploiter la dispersion et l'essoufflement stratégique de ses adversaires. En résumé, l'apparition du commando nord-coréen à Téhéran est bien plus qu'une anecdote militaire. C'est le révélateur d'un basculement global, la mutation des conflits isolés en une confrontation systémique, portée par une architecture informelle, mais redoutablement efficace. Ceux qui n'adaptent pas leur grille de lecture risquent de perdre en influence, en sécurité et en marge de manœuvre. Mais alors, concrètement, quelles compétences et avantages tactiques les Nord-Coréens apportent-ils à l'armée iranienne sur le terrain? Ce qui se joue à Téhéran, c'est un laboratoire des futures guerres hybrides. En voyant débarquer un commando d'élite nord-coréen en Iran, ce n'est pas seulement une manœuvre symbolique, mais un signal fort. Les compétences acquises par Pyongyang sur les champs de bataille ukrainiens, comme la lutte anti-drone, le camouflage face aux satellites, ou encore les opérations spéciales contre des adversaires technologiquement supérieurs, sont désormais transférées au Moyen-Orient. Imaginez l'effet, pour les armées régionales et même pour les services occidentaux. La simple présence de ces opérateurs nord-coréens, formés et aguerris au contact des forces russes, change la donne. Ce n'est plus de la théorie, c'est un savoir-faire opérationnel, adapté aux enjeux du terrain iranien et qui pourrait se diffuser bien au-delà. Concrètement, plusieurs scénarios sont déjà sur la table. Le plus probable à court terme, c'est une présence officiellement limitée à du conseil ou de la formation. On parle alors de transmission de méthodes, de participation à la planification, bref, un rôle discret mais crucial dans la montée en compétence des forces alliées. Mais un cran au-dessus, c'est la possibilité d'un engagement direct de Nord-Coréens dans des opérations spéciales, infiltration, sabotage, contre-sabotage. Ce genre d'implication, même à petite échelle, oblige toutes les agences de renseignement à revoir leur grille d'analyse. Enfin, le scénario le plus inquiétant à long terme, c'est l'émergence d'un partenariat militaire structuré, avec échange régulier d'experts, transfert de technologies et entraînement conjoint. Là, on sortirait du simple épisode pour entrer dans une dynamique de coopération permanente qui pourrait façonner durablement l'équilibre régional et mondial. Pour les Occidentaux, il ne suffit plus d'additionner les crises et d'espérer que les mécanismes de réponse traditionnels suffiront. Prenons les sanctions. La Corée du Nord vit déjà sous le régime le plus strict qui soit, et les paquets additionnels n'ont ni empêché sa coopération militaire avec Moscou, ni freiné l'envoi de ses hommes en Iran. Ce qui s'invente ici, c'est une résilience face à la pression occidentale, un contournement systématique des outils d'endiguement traditionnels. Même l'ONU, et notamment le Conseil de sécurité, se retrouvent paralysés. Russie et Chine, par droit de veto, bloquent toute tentative de réaction internationale. Le système s'enraye, alors que l'architecture des menaces s'articule de plus en plus en dehors des cadres multilatéraux classiques. Pour les pays du Moyen-Orient, d'Israël à l'Arabie saoudite, de la Turquie à l'Égypte, ce glissement est observé avec une inquiétude croissante. La présence de forces nord-coréennes en Iran devient un marqueur d'une redistribution régionale des cartes. Chacun doit désormais intégrer ce paramètre dans ses calculs stratégiques, tout en se demandant ce que valent encore les garanties américaines dans un contexte où les adversaires coopèrent bien au-delà des schémas habituels. C'est une alerte pour les alliances qui reposent sur des certitudes désormais dépassées. Revenons un instant sur la leçon de l'histoire. Les alliances pragmatiques, construites sur l'intérêt commun et la résilience, sont souvent bien plus durables que les coalitions purement idéologiques. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est l'apparition d'axes de coopération fondés non pas sur un rêve partagé, mais sur la nécessité de survivre et de s'ajuster face à la domination occidentale. La Russie, la Corée du Nord, l'Iran n'ont ni la même culture, ni la même histoire, mais leur marginalisation dans le système global occidental crée une solidarité de fait, à la fois souple et robuste, l'exact opposé de ce que les analystes attendaient il y a seulement quelques années. Alors, manquer le virage de cette systémisation des menaces, c'est risquer d'être pris de court lors des prochaines crises majeures. Ne pas voir que les lignes de front se superposent, que les savoir-faire circulent et que les alliances se réinventent dans l'ombre, c'est perdre en influence, en sécurité et en capacité d'anticipation. Alors,
Comment pouvons-nous, en tant qu'observateurs et citoyens, tirer profit de ce changement de paradigme? Le monde n'est plus fait de crises isolées, mais d'un système d'alliances fluides. Ceux qui l'ignorent seront dépassés. Regardez bien ce qui s'est passé avec l'arrivée du commando nord-coréen à Téhéran. Ce n'est pas un simple épisode parmi d'autres, ni un hasard, ni même un geste purement symbolique. C'est le signal clair que les conflits que l'on croyait séparés, Ukraine, Moyen-Orient, Asie, sont en train de se recomposer en une toile stratégique mondiale. Les échanges de spécialistes, la circulation de technologies, les entraînements conjoints ne sont plus de l'ordre du possible, mais du réel. Ce n'est pas un test, c'est un basculement. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre capacité à voir le tableau dans son ensemble. Si jusque-là, l'Occident, qu'on parle de Washington, de Bruxelles ou de Jérusalem, a souvent traité chaque crise comme un incendie local à éteindre, la réalité, elle, a déjà changé de dimension. La nouvelle axe ne partage pas de valeurs ni d'idéologie commune. Elle partage un intérêt, celui de résister à la pression occidentale. Et sur cette base pragmatique, l'Alliance gagne en robustesse, parce qu'elle s'appuie sur des besoins réels, non sur des slogans ou de l'émotion. Faites attention, dans l'histoire, les coalitions bâties autour d'un socle d'intérêts convergents survivent souvent bien plus longtemps que celles fondées sur des rêves ou des proclamations idéologiques. Pourquoi? Parce que les intérêts changent rarement du jour au lendemain, tandis que les valeurs affichées s'effritent vite sous la pression du réel. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Corée du Nord, Iran, Russie, des régimes radicalement différents, mais unis par leur place hors système, et par le même constat d'être exclus du jeu économique et diplomatique global dirigé par l'Occident. Alors, qu'est-ce que cela change pour nous, pour vous, spectateurs, analystes, décideurs ou simples citoyens? Tout. Car voir les événements l'un après l'autre, comme des accidents, c'est prendre le risque de se réveiller trop tard, déjà encerclé par un nouveau système de relations internationales qui ne vous a pas attendu. Celui qui continue à segmenter le monde, à faire des listes de problèmes régionaux, va perdre en influence, en sécurité, en capacité à anticiper. L'enjeu n'est pas abstrait. Il touche à la structure même de l'ordre international pour les décennies à venir. Ceux qui refusent de s'adapter, qui restent prisonniers d'une grille de lecture des années 1990, seront marginalisés. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la capacité à penser en réseau, à comprendre les signaux faibles, à anticiper les recompositions d'alliances et les transferts de technologies. Il ne s'agit plus de réagir à chaque événement comme à une surprise, mais de voir l'architecture derrière les apparences. C'est ça, le vrai défi. Passer d'une réaction tactique à une vision stratégique. La question est donc claire. Qui saura comprendre et s'ajuster à cette nouvelle réalité systémique? Parce que, croyez-moi, chaque nouvelle alliance, chaque déplacement de troupes, chaque coopération militaire n'est plus un épisode isolé, mais un morceau d'une partie bien plus grande. Restez attentifs, informez-vous, analysez les liens plutôt que les points. L'avenir ne sera pas fait pour ceux qui persistent à croire à la fragmentation du monde, mais pour ceux qui savent voir les connexions. Merci d'avoir été avec nous jusque-là. Si vous voulez continuer à décrypter ces évolutions en temps réel, pensez à vous abonner et à rejoindre notre communauté sur Telegram. Ensemble, restons aux aguets, car chaque nouvelle information, chaque détail peut tout changer.